Bonjour, c'est peut-être un point qui va vous sembler naïf, mais aujourd'hui, on tend à se demander si l'industrie du pétrole devient inévitable pour l'activité économique du monde industriel. Si la question est posée aujourd'hui, c'est qu'il existe des tensions exercées sur les administrations publiques pour éradiquer la production pétrolière. De quoi parle-t-on? Eh bien, tout commence autour de la constatation que le dérèglement climatique met à risque le vivant. La forte concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pousse les températures à la hausse et modifie l'équilibre biotique. L'activité humaine entraîne donc une altération de notre espace vital. Cela n'est pas nouveau, mais cette rhétorique évolue constamment au gré des bilans carbone publiés par les institutions scientifiques. Regardons ce qu'il se passe depuis un an. On va prêter attention sur l'Agence internationale de l'énergie, l'une des multiples organisations qui œuvrent pour, disons-le, le bien commun. L'AIE est créée au lendemain du premier choc pétrolier en 1974 pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'OCDE en énergie fossile. Plus généralement, elle impose sa volonté de rendre accessible l'équilibre nécessaire aux besoins de la population, des entreprises et bien sûr des administrations publiques. Or, ces publications mensuelles donnent une situation très précise du comportement de la demande sur les marchés des ressources énergétiques. Elles ont donc une signification pour ceux qui souhaitent, par exemple, bénéficier des prospectives de variation de prix du marché. Les rapports mensuels de cette organisation sont donc d'excellents indicateurs pour mener certaines stratégies du trading des contrats pétroliers. Elle pose ainsi ses pronostics sur la consommation globale de pétrole sur les 3 prochains mois. Initialement, non pas pour mettre en relation la volatilité de prix et des tendances des marchés pétroliers, mais dans le but de plaider pour une utilisation rationnelle de cette ressource énergétique très polluante. Regardons cela de plus près. En juin de cette année, elle affirme dans son rapport que la consommation doit nécessairement rebondir. Le prix du Brent s'accroît dès lors de 10% entre juin et août de cette année. Mais en posant ce diagnostic, elle en précise les conséquences, car la reprise de l'activité post-Covid implique une production de CO2 qui n'a jamais été atteinte dans toute l'histoire de l'économie mondiale. Elle en conclut que les États ont le devoir moral de ramener la consommation de pétrole au point mort pour la prochaine génération. Le rapport s'appelle Net Zero by 2050. Il dévoile une feuille de route pour assurer un système mondial neutre en carbone d'ici 30 ans. Donc, l'institution évolue. Elle est au départ un instrument de consulting pour le développement de l'utilisation de l'énergie, pour devenir aujourd'hui un instrument de lobby pour mettre fin à la production pétrolière. Elle évolue en préconisant désormais d'en cesser l'extraction pétrolière pour stimuler le développement des énergies renouvelables. C'est un véritable virage stratégique pour l'institution qui se veut se défaire de la production pétrolière. Néanmoins, si cette administration publique exprime une vision scientifique de l'état des lieux du marché pétrolier, elle n'a pas forcément le pouvoir d'orienter la démarche politique qui irait dans le sens de ces rapports. Les récentes nouvelles venues des États-Unis ne prêtent pas à l'optimisme. Nous avons le plan dévoilé par les Américains d'ouvrir plus de 320 000 km² de production pétrolière dans le golfe du Mexique. Dans le même temps, ce virage vers les énergies renouvelables ne doit pas faire oublier le besoin d'utiliser des ressources minérales pour mettre en valeur ces énergies et pour construire notamment des batteries. Une question qui fait l'objet d'un rapport de l'AIE qui est nommé « Le rôle des minerais comme énergie propre dans la transition énergétique » souligne le rôle essentiel des ressources minérales pour l'avenir. Ce rapport propose des solutions face à la quantité limitée et la localisation de ces minerais sur le monde qui est en fait restreinte à quelques pays bien précis. C'est une situation qui poursuit le phénomène de dépendance dans le secteur énergétique mondial comme le pétrole peut l'être encore aujourd'hui. Cette semaine, le rapport préconisant la fin de l'extraction pétrolière a fait réagir le Qatar qui estimait que l'orientation vers de telles mesures amènerait un prix de l'or noir à $200.
il n'y a rien de tel pour consolider le prix du pétrole qui, cette semaine, teste encore la résistance des 75 $ le baril. Mais ce rapport n'est pas le seul indicateur pour mesurer les coûts des matières premières. Publication des stocks américains rendent très sensibles les cours des matières énergétiques, et en particulier celui du pétrole. C'est même l'indicateur le plus essentiel qui est dans le collimateur des traders de matières premières, parce qu'il est mis à jour toutes les semaines. Ainsi, eh bien, lorsque vous avez une tempête tropicale, comme ça a été le cas cette semaine de Nicolas, qui s'est abattu sur le sol américain la semaine dernière, eh bien, vous pouvez prévoir une baisse de la production pétrolière du Texas. Et mesurer une telle signification signifierait constater une baisse des stocks américains. On consomme ces stocks qui ne sont pas reconstitués puisque la production ne suit pas. N'est-ce pas un bon indicateur en prévision d'une hausse des cours du pétrole? C'est ainsi que les choses s'organisent. Il faudra donc reconstituer les stocks de manière beaucoup plus abondante. La demande se consolide, les prix du pétrole s'apprécient. Et puisque cela a un effet ricochet sur l'inflation, on questionne aussi la substitution du pétrole avec des énergies plus modernes, renouvelables, moins polluantes. L'alternative est d'augmenter les prospections pétrolières, mais aucune garantie n'existe permettrait de contenir la hausse du prix du pétrole. Il y a à la fois le désir d'une société d'accéder à des ressources énergétiques moins coûteuses, plus saines et plus ouvertes sur la diversification des moyens de consommer de l'énergie. Mais ces projets sont coûteux. Il est coûteux de remplacer l'utilisation des énergies classiques pour qu'elles puissent devenir rentables. En fait, le train à hydrogène circule aujourd'hui sur les rails allemands. L'industrie automobile réfléchit pour trouver des solutions d'implanter des stations d'hydrogène dans le réseau de consommation classique, dans les foyers, dans le réseau autoroutier. Tout cela prend du sens parce qu'il y a la volonté de le consommer. Vous allez me dire que cela est très européen. Il n'y a que l'Europe pour forcer à dépenser plus sur un très long terme qui n'est pas encore bien défini. Vous avez raison. Mais si l'Union européenne et les autres pays européens veulent obtenir une indépendance énergétique dans l'un des plus grands pôles industriels qu'est l'Europe, alors cela fera baisser la consommation pétrolière mondiale. L'alternative n'est pas forcément uniquement l'énergie verte. Regardez, le gazoduc Nord Stream 2 en est l'exemple. Ici, on diversifie les réseaux de fourniture énergétique en attendant que l'énergie verte triomphe. Mais à long terme, quel projet pourrait triompher et rendre durable la production électrique? Eh bien, c'est le projet d'acheminement de l'énergie solaire recueillie depuis l'espace sur la Terre. Tout le monde travaille sur ce projet. Dire que c'est tout le monde qui travaille, ce n'est pas une exagération. Point numéro 1, au Japon, les spécialistes travaillent sur un programme d'investissement de plusieurs milliards de dollars pour la construction d'une centrale solaire spatiale qui servira à alimenter en électricité d'ici 2040 et on n'en est pas loin, environ 300 000 foyers. C'est la taille d'une ville telle que Tokyo. Cette centrale solaire d'une surface de 4 km² et produisant 1 gigawatt pourrait tourner autour de la Terre à une distance de 36 000 km. Et même si le délai de réalisation semble beaucoup plus réaliste que le projet américain de 2016, c'est-à-dire tenter de mettre en place un système de satellites qui, par onde, enverrait l'énergie recueillie depuis l'espace. Eh bien, on peut comprendre que le Japon pourrait réussir seul une telle entreprise. Ce projet américain qui consiste à placer un générateur solaire en orbite dans l'espace, la ferme solaire qui pourrait être lancée, puisque les Américains l'affirment, d'ici quelques années. Il y aura une capacité totale de 1000 millions de watts. Elle aura pour objectif de délivrer 1700 gigawatts par an pendant 15 ans. L'énergie générée devra être convertie en radiofréquence à destination d'une station de réception sur Terre. C'est ce que je vous expliquais. Elle convertira donc à son tour les ondes en électricité pour alimenter le réseau. Sachez que le réseau
le fournisseur d'électricité Pacific Gas and Electric a signé un contrat pour 200 millions de watts d'énergie solaire spatiale pour développer un tel projet. Aujourd'hui, il travaille dessus. Le coût reste important par rapport à des technologies compétitives comme l'éolien. Mais il s'agit d'une première tentative et les prix baisseront certainement dans le futur, comme pour toutes les autres énergies vertes qui ont fait leur apparition. En Europe, nous avons un tel projet. Un travail de recherche important est effectué par l'Agence spatiale européenne, qui investit d'importantes sommes d'argent dans la recherche de moyens de transport d'électricité par laser. Bon, c'est un peu esselé, mais comme le Japon, eh bien, elle devra sûrement travailler à un projet commun afin qu'une technologie unique, sécurisée, soit développée pour l'ensemble de la planète. Il faudra donc trancher la question du transport d'électricité sur Terre, soit par onde, soit par laser. Et c'est la conclusion de ce dossier. La production énergétique est appelée à se moderniser. Les coûts exorbitants de la transition énergétique expliquent les retards dans la livraison de tels projets. Mais elles sont déjà palpables. Les énergies vertes vont bouleverser les données géopolitiques. La Fédération de Russie, aujourd'hui, réfléchit sur ces alternatives, mais ne trouve pas encore les moyens d'exprimer une autre doctrine énergétique qui coïnciderait avec la place qu'elle veut se donner dans les affaires étrangères. Aujourd'hui, je veux dire que l'énergie fossile est fondamentale pour financer la place de la Fédération de Russie dans le monde. Donc demain, eh bien, quels instruments aura-t-elle? De même pour les pays de l'OPEP. Est-ce que le cartel aura les moyens de maintenir cette fraternité qui existe aujourd'hui telle qu'elle, face à une réduction de la demande de l'énergie fossile? Ce sont ici les points que je vous recommande de suivre pour apprécier les enjeux de demain autour de l'avènement de l'énergie verte qui s'installe dans notre futur. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.